C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et Pierre Jacquemin de la revue Regard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. À la présidentielle, Emmanuel Macron joue à domicile. Il reste en tête des sondages et sa cote de popularité s'envole. Mais l'opposition lui fait déjà un procès en illégitimité. Accusé d'écraser le débat, le président candidat veut échapper aux critiques. Il a participé lundi à une émission sur TF1 et fera sa grande conférence de presse demain où il dévoilera son programme. Pendant ce temps, les autres courent derrière et se disputent les places derrière Marine Le Pen, qui reste invariablement deuxième. Mais vous connaissez la petite histoire de la petite bête qui monte, qui monte ? C'est la tortue sagace. Ouais, vous verrez, on vous en dira plus dans quelques minutes. Alors, Emmanuel Macron sera-t-il frappé d'illégitimité s'il est élu ? Certains se sont risqués à le critiquer, comme le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État quand même, qui dit s'il n'y a pas de campagne, la légitimité du candidat, de celui qui sera élu, sera posée. Est-ce que quand même c'est une critique qui ne va pas un peu loin ? Non, je pense qu'il y a le contexte que l'on a traversé avec la crise sanitaire et aujourd'hui avec la guerre en Europe, en Ukraine, fait que plus que jamais, il y a la nécessité d'avoir un débat. Et d'ailleurs, c'est moins un débat, peut-être, les Français attendent moins un débat. Alors évidemment, on attend les débats sur la question des retraites, sur des propositions concrètes des projets des uns et des autres. Mais ce que je crois, c'est que les Français ont besoin d'avoir quelle est la vision que chacun porte dans ce débat public et dans cette campagne électorale. Et c'est en cela que je pense que le débat est absolument nécessaire, parce que ce qui se joue en ce moment avec la guerre notamment, c'est la place de la France à travers le monde. La question de la puissance, faut-il une puissance française? Et si puissance il doit y avoir, quelle puissance, quel type de puissance demain? Donc je pense que c'est véritablement de ça dont les Français ont besoin, c'est projet contre projet. Et Emmanuel Macron, effectivement, avec ce mot que tout le monde utilise, enjambe l'élection présidentielle, ne prend pas de risque, participe à un débat qu'on a appelé débat télévisé sur TF1, où chacun était successivement invité à parler sans donc confrontation, avec les exigences d'Emmanuel Macron, qui ont été acceptées par les autres candidats. Et donc je pense que c'était très décevant. Et ce qui est derrière tout ça, et ce qu'on oublie de dire, et ce que les candidats oublient de dire, c'est qu'on va vers une élection présidentielle où l'abstention va être très élevée, sans doute très élevée. Et que ça va poser la question effectivement de la légitimité. Alors certes, il sera élu démocratiquement, mais sans débat en amont, sans véritable participation. L'élection présidentielle, c'est quand même une élection qui est quand même en général plutôt plébiscitée par les Français. Donc ça va poser la question de la légitimité. Je termine juste là-dessus parce qu'hier, il y a une grande tribune qui a été diffusée dans Libération, qui n'est pas un petit événement, je crois, où les intellectuels, des artistes, disent effectivement pas de débat, pas de mandat. Donc ça dit aussi de l'atmosphère qu'il peut y avoir après cette élection présidentielle si effectivement on continue comme ça sans débat. Oui. Est-ce que c'est on va dire, Bruno, une mauvaise manière qui lui est faite parce que dans le fond, il ne bouge pas de son socle et sa solidité est clairement depuis longtemps affichée, ou bien c'est une critique entendable, c'est-à-dire qu'il devrait... puisque c'est le nouveau monde, effectivement, il devrait débattre avec ses concurrents. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut imaginer un président pris entre l'Ukraine et la vie politique en général, aller débattre avec des petits candidats, ceux qui sont à 1, 2, 3%. Je crois que la critique est entendable, que le président devrait prendre ça au sérieux. Parce que y a un risque d'élection sans débat, ou en tous les cas, il y a un risque qu'il n'y ait pas cette controverse démocratique qui est nécessaire. Notre régime est régi par cette élection présidentielle, et on ne peut pas passer à côté. Et il y a une contradiction chez Emmanuel Macron de promettre le débat permanent après son élection et de ne pas vouloir le faire pendant l'élection. Il y a une contradiction au fond dans ce qu'il dit. Alors c'est peut-être le fameux « en même temps » qui fait sa force, mais je trouve que là, il ne devrait pas enjamber cette élection. Alors évidemment, la guerre prend beaucoup de place, son activité diplomatique est intense, mais on voit bien qu'il y a aussi possibilité quand même de faire quelques émissions, quelques débats. Lundi soir, c'était 24 monologues successifs, qu'on a eu 24 prises de parole successives, j'ai compté. Franchement, il y a un moment, il pouvait quand même se dire bonjour, se parler, se croiser et débattre un peu. Alors je ne sais pas, après il y a plusieurs formats possibles. Je sais qu'à 12, ce serait forcément... Il y aura un côté cacophonique, mais
Arrêtons de débattre Quoi, sur il le veut pas débat. descendre de son avantage. Arrêtons de débattre sur le débat. Oui, il faut descendre. Il faut descendre. Alors, ses supporters disent que ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Oui, ses supporters ne l'ont pas fait. Et ils avaient bien tort. C'était aussi une autre époque. C'était aussi une autre époque. On a changé d'époque. D'ailleurs, en 2017, il y a eu un débat avant le premier tour. Et c'était très bien. On ne peut pas continuer dans une espèce de démocratie qui devienne qu'un devienne plus qu'une palinodie. Donc, non, je crois. Aurait à perdre. Voilà, c'est ça. C'est en plus, qu'est-ce qu'il a à perdre? Effectivement, vous avez raison. Là, il file vers les 30. Il est en train de peut-être de s'approcher du record de Mitterrand de 88. Je rappelle 34%. Il n'en est pas si loin que ça dans les sondages. Je ne sais pas combien ça finira, mais il n'a rien à perdre. Mais est-ce que vous croyez vraiment là, on est en train de dire avant l'élection, parce que dans le fond on s'ennuie un peu, de dire cette élection, s'il est élu, sera illégitime. Mais vous pensez bien qu'une fois le président élu, si c'est Macron, encore une fois, est-ce qu'on va aller se poser cette question-là? Est-ce qu'on ne sera pas plutôt sur les réformes qu'il y a à faire, sur des législatives, ce nouveau quinquennat qui démarre? Mais ça, c'est le train-train. Mais ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, mais comme d'habitude. Non, je ne crois pas. On fait comme si commentateurs, journalistes et évidemment acteurs de la vie politique d'une manière générale, on fait comme si l'élection présidentielle était déjà actée. On sait déjà quel est le second tour. Tout le monde nous explique que ce sera Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron sera élu pour 5 ans et que donc du coup, il prend ses risques de dire oui, je ferai la retraite à 65 ans parce que c'est absolument nécessaire. Mais du coup, c'est ce qui crée. Et quoi d'autre? Pour l'instant, effectivement, on ne sait pas grand-chose. Peut-être demain, on en saura davantage avec la conférence de presse sur ce programme. Mais vous voyez bien qu'il y a un foyer aujourd'hui. Il y a un foyer de critique, il y a un foyer de mobilisation. Il y a eu une petite mobilisation qui a échoué il y a quelques semaines, qui avait vocation à alerter l'opinion publique et à alerter les politiques sur la question du pouvoir d'achat. On sent qu'il y a un début de mobilisation, en tout cas un foyer ouvert aujourd'hui dans l'espace public et chez les citoyens. Donc le fait qu'on enjambe cette élection, que tout le monde considère que cette élection est jouée, risque effectivement de nouer des frustrations a posteriori. Des frustrations parce que les citoyens n'auront pas été associés, n'auront pas entendu les débats. Et c'est en cela que je dis que demain, Emmanuel Macron, s'il devait être reconduit à la tête de l'État, sans doute devrait-il faire face à des mobilisations peut-être très importantes. Et cette purge démocratique, c'est-à-dire les Français qui ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin, puisque l'élection présidentielle, c'est l'élection qui régit tout le reste de la vie démocratique. Donc, si on n'a pas ce moment-là dans notre système politique, forcément, il se passe des choses après. Et je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais c'est pas très bon, quoi. C'est pas très bon, y compris pour le président candidat si il est réélu. Alors la petite bête qui monte, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui me pardonne de le traiter de petite bête, mais c'est pour la petite histoire. Il arrive 3e dans le sondage OpinionWay pour CNews. Donc regardez, Emmanuel Macron est à 30%, Marine Le Pen toujours derrière Emmanuel Macron, mais loin derrière, et apparaît en 3e position. Et oui, il a pris 1 point, Mélenchon. Il prend 1 et 2 points, ça dépend des sondages. Zemmour, 11%. Et alors Valérie Pécresse, qui tutoie un peu la détresse, Pécresse détresse. Mon cher Bruno, ou Pierre, comment vous expliquez cette peut-être remontada de Mélenchon ces derniers temps? Mélenchon fait souvent des très bonnes campagnes présidentielles. Il part souvent très bas et il finit toujours par gagner du terrain. En tout cas, ça s'était vérifié surtout en 2017 où il était à peu près dans cet étiage-là de 10, 12, voire 13 au même moment de l'élection. Et puis en fin de course, il arrive à 17, 18 jusqu'à arriver au 20 le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Donc il est plutôt bon et il fait plutôt des bonnes campagnes. Là, en plus, il va intensifier sa campagne avec des grands meetings, la marche de dimanche à Paris où il compte réunir énormément de personnes dans les rues de Paris, faire un grand discours sur la place de la République. Il refera le grand discours en plein air à Marseille, il va faire la même chose à Toulouse. Il veut donner cette impression qu'il est le candidat du peuple et qu'il est surtout le candidat de la gauche, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à maintenant. Maintenant, il fait face aussi à une nouveauté qui est que ses anciens alliés qui étaient les communistes sont candidats et Fabien Roussel fait lui aussi une bonne campagne et c'est ce qui pourrait l'empêcher peut-être d'atteindre le second tour. Il en est encore loin, il reste encore accessible parce qu'il est souvent
sous-estimé dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il peut être effectivement une surprise, la surprise du second tour. Et d'ailleurs, l'argumentaire des Insoumis, enfin de l'Union populaire, est assez bien rodé, puisqu'ils expliquent de quoi avons-nous besoin pour un second tour. Est-ce qu'on veut un second tour droite-extrême droite, ou est-ce qu'on veut un second tour classique droite-gauche, donc Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est en cela qu'il essaie d'interpeller ses petits camarades écologistes, socialistes et communistes. Ça, c'est l'argumentaire mélenchoniste qui classe Emmanuel Macron à droite. A-t-il vraiment tort? Alors que je crois qu'il a tort, puisque quand on regarde les études, aujourd'hui, Emmanuel Macron réunit à peu près 40% de l'électorat de François Hollande de 2012. Donc, entre-temps, devenu macroniste. Mais je pense qu'il a tort sur l'analyse qu'il fait du vote de Macron. Par contre, je pense que à nouveau, Jean-Luc Mélenchon, pour sa 3e campagne, est positionné à peu près dans la même situation, c'est-à-dire en gros 3 semaines avant le scrutin, 3 semaines avant cette dernière ligne droite qui lui est en général favorable. Il est à peu près dans la même situation, à 2 exceptions près. Un, je suis d'accord avec Pierre, l'électorat, les intentions de vote dont est crédité le communiste Fabien Roussel, et ça c'est quand même, il va y avoir une pression très très forte sur cet électorat. Voilà, est-ce que cet électorat va empêcher éventuellement Jean-Luc Mélenchon de tutoyer la qualification pour la 2e place? Ce sera valable, mais un degré moindre pour Jadot, parce que Jadot, les électeurs de Jadot sont plutôt tentés par Macron que par Mélenchon. Et le deuxième écueil que pourrait rencontrer Jean-Luc Mélenchon, c'est l'abstention. L'abstention, on sait qu'aujourd'hui, elle est à un niveau élevé, que si elle reste à ce niveau élevé, voire plus, elle pénalisera 2 candidats essentiellement. Marine Le Pen, pour le côté des couches très populaires qui ne sont pas allées voter au régional et qui peuvent encore hésiter aujourd'hui à aller voter. Et aussi l'électorat jeune qui, lui, par contre, peut pénaliser Jean-Luc Mélenchon. Et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un écueil. Donc, est-ce qu'il peut rééditer la même remontada, pour reprendre votre expression, qu'il y a 5 ans? C'est possible, mais c'est quand même plus compliqué. Là, il remonte, il grignote, mais... D'autant qu'on a une Marine Le Pen qui conforte aussi son assise. Et dans le même temps, elle structure bien François Ruffin, le député insoumis, a fait une tribune hier pour expliquer combien il était important de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et précisément, non pas parce que la gauche était forte, mais parce que l'extrême droite était divisée, qu'il fallait profiter de cela pour essayer de devancer justement Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen conforte son avance sur Éric Zemmour. Merci à tous les deux. On se retrouve demain dans Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Et bien sûr, pour évoquer la conférence de presse d'Emmanuel Macron demain à 15h, qui va durer sûrement plus de 3 heures, hein, on dit. C'est ce qu'ils disent. Donc, on se donne rendez-vous demain, 17h, et nos invités. À très vite.